Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard, et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible.
C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras 2 énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars qui sort de nulle part a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange.
Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mise à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les Terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord. Sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré.
Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. Deux mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir.
Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes.
Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance.